En fait, rien à voir, mais vous savez quel film vous avez boycotté cette année? Je vous pose la question parce que c'est le prochain sujet de Kif Taras Club avec Rokhaya et Grace, et c'est maintenant. Salut les filles. Salut. Salut Soraya. Bonjour Rokhaya. Salut Grace. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Kif Taras spécial Binge On Air, la radio 24 heures live des podcasts de Binge. Alors si vous nous écoutez, vous le savez, mais pour celles et ceux qui ne nous écoutent pas, Kif Taras, c'est le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales et qui nous parle de quoi, Grace? Eh bien ici on parle de noirs, de blancs, d'asiatiques, d'arabes, de roms, de... musulmans, de juifs, voilà, de toutes les questions raciales qui existent en France. Et aujourd'hui, on a décidé de revenir un petit peu sur ce que produit le cinéma en termes de préjugés, en termes de représentation. Et comme il y a eu pas mal de polémiques qui ont eu lieu du fait de certains castings de films, on se demandait quel film vous allez boycotter, mais plus largement, quel film vous avez envie de voir du fait de certaines modifications. Parce que cet été, je ne sais pas si tu as pris des bonnes vacances, tu t'es bien reposée parce qu'il fallait. Ouais. Les polémiques racistes, elles n'ont pas pris de vacances, elles. Et on a été complètement submergés par ces vagues en continu de hashtags, d'appels au boycott pendant qu'on était dans nos tongs. Ouais, c'est ça. Et de toutes parts, c'est-à-dire qu'il y avait soit des appels au boycott parce que des choses racistes étaient produites dans des films ou dans des castings de films, soit des appels au boycott de la fachosphère parce que le casting déplaisait du fait d'une certaine idée qu'on avait des personnages incarnés. Alors, n'hésitez pas, pendant qu'on parle, à nous poser des questions ou nous dire ce que vous allez relever comme polémique et ce que vous allez ne pas aller voir ou aller voir au cinéma. Alors, est-ce que toi, tu as entendu parler de La Petite Sirène, live action 2020 ? Tout à fait. Donc, on le sait depuis quelques années, Disney met en scène ses classiques et les fait interpréter par des comédiens de chair et d'eau. Donc, on a pu voir Emma Watson, par exemple, faire Belle dans La Belle et la Bête. On a vu Le Roi Lion en 3D. On a vu d'autres. Il y en a eu plein, Voilà, il y a eu plusieurs adaptations. Et donc, La Petite Sirène a été annoncée. Et c'est une comédienne noire, afro-américaine, qui a été sélectionnée après un très long casting pour interpréter le rôle d'Ariel. Alors, c'est Halle Bailey. Tout à fait. 19 ans. Elle est chanteuse et actrice. Elle fait partie d'un duo avec sa sœur. Et elle a joué dans des séries américaines, Tout à fait. Voilà. Et donc, quand ça a été annoncé sur les réseaux, quand Disney a fait l'annonce, il y a eu un hashtag qui est apparu qui s'appelait hashtag Not My Ariel, donc pas mon Ariel. Parce qu'il y a eu certains internautes qui étaient nostalgiques, qui sont tout de suite été nostalgiques de l'époque où Ariel était rousse, avait des yeux bleus, et forcément, ce qui va avec. Donc, elle était blanche dans le dessin animé de 1989, qu'on a toutes et tous peut-être regardé. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr. Je veux dire la chanson. Ouais. Partir là-bas, on va pas se lancer dans ça, non? Oui, non, on va pas se lancer. Pour vous, les personnes qui nous écoutaient, on va pas se lancer là-dedans. Non, en tout cas, moi, voilà. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, moi, je sais pas à quoi ressemble une sirène, en fait. Il y a des gens qui ont l'air hyper informés, mais alors de dire c'est scandaleux qu'une sirène soit noire, mais a priori, ce sont des êtres imaginaires. Donc que ça provoque autant de colère, je trouve ça assez rigolo. Bah oui, surtout que personne n'a jamais eu le monopole de la définition de la sirène. Alors, mais c'est sûr que dans les représentations qu'on a eues depuis notre enfance, c'est-à-dire depuis, l'Odyssée jusqu'à les sirènes de Mako sur Netflix, je sais pas si moi, mes enfants, ils ont regardé ça. Non, j'ai pas eu l'occasion de... Toutes les sirènes qu'on peut voir facilement, en tout cas dans nos productions culturelles, elles sont blanches. Ouais. Et du coup, là, une sirène pas blanche, ça fait un espèce de tollé, quoi. Oui, voilà, disons que cette sirène est inspirée du conte d'Andersen, mais le film de Disney avait déjà pris des libertés. C'est vrai que dans le conte d'Andersen, elle était décrite comme ayant la peau danoise, la peau diaphane. La peau diaphane, il y a des Danois de toutes les couleurs, mais du coup, c'est pas antinomique avec le fait qu'Andersen était danois, ou en tout cas scandinave. Je suis pas sûre du fait qu'il était danois, en tout cas, il était scandinave. Et donc, ça fait sens. Donc il était danois, j'étais pas sûre, c'est ça. Bon, on va dire qu'il était danois. En tout cas, il était de cette zone géographique.
Et du coup, mais Disney avait déjà pris des libertés avec le conte d'Andersen en produisant une histoire quelque peu différente et en situant Ariel dans la mer des Caraïbes. Donc déjà, a priori, si on veut être un peu logique, si la sirène habite dans la mer des Caraïbes, c'est pas complètement dingue de la faire interpréter par une personne noire. Non, et puis comme tu dis, c'est la fiction, c'est-à-dire que c'est pas un personnage historique, enfin en tout cas inspiré. C'est pas de Louis XIV. Ouais. Non mais je veux dire. Bon. Je sais pas parce que j'ai vu un tweet qui disait c'est comme si on faisait Pocahontas blanche ou Tiana blanche. Alors non, pas du tout. Non. Vraiment pas. Bah, disons que Pocahontas, son rôle c'est d'être une native américaine. Oui, c'est ça. Donc si on lui enlève ça, l'histoire n'a plus de sens. Et puis si de la même manière, si Tiana, l'intrigue se situe, je crois à la Nouvelle-Orléans. Oui, c'est ça. Et c'est aussi c'est une Afro-américaine. Donc si là, donc c'est Scarlett Johansson qui joue Tiana, là ça va être compliqué. Non mais Scarlett Johansson, elle est noire. Elle est asiatique, je crois, ou transsexuelle. Elle peut tout faire. Transgenre. Elle peut tout faire. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais dire et en fait, moi, ce que je trouve dingue dans La Petite Sirène, c'est que je sais pas si tu te souviens, mais Ariel a un compagnon qui est un homard. Je te rappelle. Bon, déjà en termes de ressemblance, voilà, c'est ça, voilà, Sébastien. Ouais. Et Sébastien, je sais pas si tu te souviens, mais il avait un accent créole. Ah bah ouais, de toute façon. Voilà, c'était Henri Salvador qui faisait sa voix en français. Ah, oui. Mais alors, le homard qui a un accent créole, tout le monde a l'air de trouver ça normal depuis 30 ans. J'ai jamais entendu aucune protestation qui était scandalisée parce que le homard de la sirène avait un accent créole. En revanche, la petite sirène noire, tout d'un coup, c'est... Ouais. Non, mais en plus, il n'y a personne qui est scandalisé parce que le homard créole, il est rouge. Oui, tu as déjà vu un homard rouge dans la vraie vie? Et qui chante avec la voix d'Henri Salvador. Ça, c'est normal, tu vois, ça, tout va bien. Voilà. Donc, c'est-à-dire que voilà, on voit bien que ce qui se joue, c'est pas seulement le fait qu'elle soit connotée, en tout cas sur le plan ethnique ou culturel, parce que sur le homard, en fait, il n'y avait pas d'enjeu, c'est que ce soit un personnage principal de l'intrigue. Bah oui. Parce que le crabe créole, en fait, tout le monde s'en bat la race, on peut dire ici, le comme ça. Sidekick, enfin c'est ça. Voilà, le mec d'à côté, on est d'accord pour qu'il soit interprété par d'autres personnes, non blanches. Donc alors, il y a plein de choses qui se disent sur le Twitch. Alors, celle qui jouera Ariel est sublime. J'ai envie de voir le film. Ça, c'est un message de Coda, fan de Laurie, qu'on a déjà eu dans notre Kif Taras Club de la première fois. Donc, merci de participer. Ali Bailey est parfaite, jeune, jolie, elle a une sublime voix. C'est aussi ça qui compte. Oui, parce que c'est des personnages qui sont chantés aussi. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai remarqué que dans certains articles, on dit une jeune chanteuse de R&B. Ils ont précisé de R&B. Tu sais, que peut chanter d'autre une personne noire? Ah bah non, parce que tu peux pas. Voilà. Et voilà. Et Sébastien a un accent jamaïcain en VO, nous dit Bilem. Voilà. Donc voilà. Mais ça, bizarrement, j'ai jamais entendu aucune polémique. Et d'ailleurs, je remarque que Disney n'en est pas à la première polémique, puisque déjà pour Mulan, qui est prévu en 2020 aussi, il y avait eu, quand ils ont annoncé le film il y a quelques années déjà, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, ils avaient voulu imposer un acteur blanc pour jouer Chen, qui est donc le soldat valeureux pour lequel Mulan a une attirance physique. Ouais. Et elle combat dans son armée. Et voilà. Il forme une équipe, tout ça, même si l'action, c'est quand même Mulan. Lui, il n'est pas nécessaire dans l'histoire. Donc, ils se sont dit, ah bah tiens, on va mettre un homme blanc. Oui. C'est tout à fait logique à cette époque en Chine. Bah, tu sais, Matt Damon avait déjà sauvé la Chine avec la Grande Muraille. Donc, du coup, ils se sont dit, pourquoi pas, tu vois. C'est ouf. Donc, non mais là du coup ils ont choisi une actrice d'origine chinoise et je me souviens, je sais pas si tu te souviens, mais c'était Christina Aguilera qui faisait sa voix chantée. Tu vois? Non, je me souviens plus. Ah, tu te souviens plus dans la voix, dans le Mulan. Mais je connais très bien les chansons de Mulan. Ouais, bah elle chantait Reflection et voilà. Moi aussi. Ça me rappelle cette polémique sur Ariel pour celle qu'il y a eu pour Hermione Granger lorsqu'ils ont annoncé le casting de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit qui est toujours à l'affiche du Grand Théâtre de la Place, là, je sais pas comment ça s'appelle, à Londres. À Londres, ouais. Et ça se passe 20 ans plus tard. Voilà, Et donc l'actrice pour jouer Hermione avait été annoncée comme une actrice
noire, genre je sais plus son prénom, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas la même actrice qui joue, mais qui est au casting, mais c'est aussi une actrice noire. Et donc les fans d'Harry Potter, enfin certains fans d'Harry Potter en tout cas, avaient dit non. Et donc même l'autrice... C'est J.K. Rowling en fait qui est intervenue sur Twitter en disant qu'elle avait jamais indiqué de couleur de peau. Elle avait juste dit qu'elle avait des yeux marrons, des cheveux frisés et une grande intelligence. Exactement. Et c'était les seuls critères que l'autrice avait imaginé pour ce personnage. Donc c'est quand même dingue, même lorsque la personne qui est à la base de cette création te dit non, en fait, c'est possible. Et ben que la représentation que les fans se sont faites, certains fans en tout cas, se sont faites de cette œuvre, se soit cristallisée autour d'une représentation unique, et immuable du personnage. Ouais, absolument. Ça mais c'était intéressant de voir la réaction de rejet qui a été effectivement occasionnée par les gens. Ouais, voilà, c'est. Et donc, par rapport à Mulan, il y a aussi une polémique cet été, donc le live action de 2020. C'est l'actrice Liu Yifei, qui s'appelle aussi Crystal Liu, qui a affiché son soutien public à la police de Hong Kong sur Weibo, qui est le Twitter chinois. Donc là, ça a créé le hashtag boycott Mulan. Voilà, parce qu'en fait, il y a des grandes mobilisations actuellement sociales à Hong Kong et énormément de brutalité policière. Et du coup, elle a affiché son soutien à la police. Voilà, et vas-y, pardon. Bah écoute, moi je pense que ce qui se passe à Hong Kong actuellement, c'est quelque chose qui est très très important et qui vraiment, moi je suis fascinée par l'histoire de cette terre. En plus, j'ai des liens affectifs, mais pas seulement, parce que je pense que c'est un cas d'école de l'héritage, de la colonisation. Jusqu'à nos jours, c'est-à-dire que Hong Kong connaît sa plus grande période de manifestation populaire, c'est-à-dire que c'est le peuple qui descend dans les rues. Il y a 7 millions de personnes qui vivent à Hong Kong, il y a plus de 1,7 million de personnes qui ont manifesté depuis le 12 juin. Donc ça fait beaucoup de personnes qui voilà. Et Hong Kong, si vous ne le savez pas, ça a été pendant longtemps une colonie britannique jusqu'en 97. C'est une terre qui a été arrachée à la Chine avec les guerres de l'opium, donc quelque chose de très contesté, très injuste dans l'histoire, etc. Et du coup, après 97, la rétrocession, il y a eu des engagements de la Chine de maintenir une certaine forme d'autonomie et du coup aussi de démocratie. Voilà, en tout cas, démocratie telle que on l'entend ici. De notre point de vue occidental. Absolument. Donc, mais les demandes, les 5 demandes des Hongkongais sont très enfin... En tout cas, ça se défend. C'est ça, voilà, complètement. C'est le suffrage universel direct, c'est la possibilité, l'indépendance judiciaire, politique, etc. Donc, ce sont des choses qui sont, en 2019 en tout cas, qui peuvent être accordées à un peuple. Mais du coup, c'est vrai que cette actrice s'est retrouvée dans un tourbillon. Alors pour le coup, c'est pas une question directement raciale, mais c'est intéressant aussi de voir que les acteurs sont aussi des êtres politiques et parfois peuvent prendre des positions qui peuvent interroger. C'était comme à l'époque de Wonder Woman, quand Gal Gadot, en fait, elle avait pris fait et cause pour l'armée israélienne contre la Palestine et qu'il y avait effectivement eu des appels au boycott de Wonder Woman. C'est vrai que ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui est acceptable pour une personne du monde culturel d'afficher publiquement. Parce que Crystal Liu Yifei, elle est d'origine chinoise, naturalisée américaine. Donc du coup là, il y a son patriotisme, peut-être nationalisme qui s'est affiché publiquement. Est-ce acceptable ? Si ça avait été dans l'autre sens, peut-être que ça aurait fait moins de remous. Et pour moi, a raison, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que a priori, on n'est pas trop d'accord avec elle, mais en tout cas, la loi sur l'extradition vers la Chine a été retirée hier par le gouvernement hongkongais. Donc ça prend ça prend une tournure qui peut aller bien pour Hong Kong, on l'espère. Et on passe à la prochaine polémique qu'on a relevée sur les réseaux cet été. Il s'agit de la polémique sur le prochain James Bond. Oui, parce qu'on a annoncé que la prochaine personne à porter l'insigne 007 serait une femme noire. Alors qu'on soit clair, ça ne veut pas dire que James Bond sera une femme noire, puisque James Bond, c'est un personnage, l'insigne, il est porté par un agent, qui peut être quelqu'un d'autre, et que en fait, c'est dans un James Bond où Daniel Craig sera toujours lui-même, et voilà.
Et ça a déclenché une espèce de fureur incroyable sur... Au début, les gens étaient contents. Ils se sont dit, ça va être joué par une femme, en plus une femme noire. On était là, c'est génial. Ça. Puis en fait, c'est pas du tout ça. C'est pas la révolution, oui, c'est ça. Mais les gens sont... Enfin, il y a des gens qui sont contents, mais un peu moins que prévu, parce que du coup, c'est vrai que c'est pas un grand changement, mais d'autres qui avaient l'impression qu'on bouleversait quelque chose de très, très profondément... Mais déjà, on était hyper déçus avant cette annonce-là que Idris Elba n'ait pas été choisi. L'acteur Idris Elba, qui est britannique et noir, n'avait pas été... Pendant longtemps, on en avait pas... Ça fait des années qu'on en parle. Qui disaient que donc il allait reprendre le flambeau de James Bond. Et lui, il a dit très peu avant cette annonce... Qui renonçait à cause du racisme. Que beaucoup de gens lui avaient dit, non mais James Bond, ça pourra jamais être un noir parce que... je sais pas. Ouais, c'est parce qu'on est raciste en fait. Je pense que c'est pas la peine d'essayer de trouver une formulation. Donc du coup l'annonce que Lashana Lynch allait reprendre le matricule en tout cas, ça a été comme un peu une petite porte de sortie sur ces trucs racistes, mais bon, en tout cas, ça n'empêche que... Est-ce que tu vas aller le voir ? Moi, j'aime bien les James Bond, donc je pense que Toi, c'est bon public, ça. Ouais, c'est ça. Même quand même si ça a été très, 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 très sexiste par le passé, ça l'est un petit peu moins ces dernières années. Je trouve que généralement ça fonctionne, quoi. Ouais, moi aussi, je pense que je trouve que c'est une bonne. Moi, je suis pour le cinéma militant. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Avec des hommes blancs en rôle principal. Alors, il y a plein de choses qui se disent là sur le Twitch. Donc, il y a quelqu'un qui dit... Alors, Joe972 va dire, moi, je vais me faire un petit plaisir d'aller voir le prochain James Bond avec Lashana Lynch. Donc, ça, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a autre chose encore Idriss aurait été parfait, ça c'est clair. comme dit Bilem, mais je suis impatiente de voir Lashana Lynch aussi. Elle voudrait la voir plus dans Captain Marvel. Et d'ailleurs, en parlant de Marvel, il y a encore eu il y a beaucoup d'annonces de nouveaux Marvel, puisque forcément en ce moment c'est ça. Captain America, quoi, en fait, ça a commencé dans la BD. Il donne sa suite à Sam. Du coup, qui est un homme noir, et donc le prochain Captain America sera un homme noir. Et c'est vrai que Captain America, c'est l'incarnation du patriotisme très très sérieux à l'américaine. Donc d'une certaine manière, c'est une partie de l'identité profonde américaine qui repose entre les mains. En plus, c'est aussi le leader des Avengers. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même dans la BD, il y a la question de la légitimité en fait de ce personnage qui est questionné en fait. Il n'est pas forcément tout de suite accepté par les gens. Donc, mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens effectivement avec tous les Marvel, tous les nouveaux personnages qui arrivent, qui soient féminisés ou qui changent de groupe racial ou de groupe ethnique, qui ont le sentiment qu'en fait il y a une espèce de grand remplacement qui est en train de se produire sur les Marvel et qui sont un petit peu en panique, quoi. Déjà il y avait une polémique avec Idris Elba déjà, qui faisait le gardien d'Asgard, Mentor. Oui, c'est vrai. Voilà, je me souviens que des gens avaient été super énervés. Bon, ils l'ont quand même maintenu jusqu'à la fin, sans vouloir spoiler. Mais c'est vrai que ça avait fait polémique, ça fait un petit moment. C'était le premier Thor, ça fait longtemps maintenant. Oui, ouais. Et là, du coup, ils ont aussi annoncé le premier personnage Marvel d'origine asiatique avec, alors, c'est Simu Liu, qui va jouer Shang-Chi, la légende of the Ten Rings. Ouais. Et donc, c'est un Chinois-Canadien qui a été... que moi, j'ai vu dans Kim's Convenience, qui est une série canadienne sur un supermarché coréen. C'est hyper bien. Ah, je connais pas. Ah, tu connais pas? Non. C'est sur YouTube. D'accord, ok. En plus ok. C'est sur YouTube, mais pas de super qualité. Mais comme on n'avait pas d'autres moyens de diffusion, je l'ai regardé là. Et donc lui, il a été annoncé pour jouer ce rôle-là. Et il y a eu beaucoup de hashtags sur le physique de Simu Liu. Exactement. Il y a quelque chose qui a été lancé. Ils ont dit, oui, il n'est pas assez beau. Il est too ugly. Donc ça veut dire qu'il est trop moche. Mais c'est encore pire. Non, mais c'était incroyable. Il y a vraiment un rejet de sa plastique, quoi. Ouais, il est trop moche pour jouer un super-héros ou un personnage principal. Donc Internet s'est emparé de ça. Donc qu'est-ce que vous pensez du physique de Simu Liu? Est-ce qu'il ne correspond pas au canon de beauté de Hollywood? En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que... Bon, déjà, il est super beau. Mais ça, c'est une appréciation personnelle. Mais en fait, j'ai l'impression que il y a un certain type de beauté asiatique qui est admis. C'est-à-dire que pour être un homme asiatique considéré comme beau,
il faut avoir un type qui ne rappelle pas ce qu'on associe physiquement aux Asiatiques, c'est-à-dire les Asiatiques qui vont avoir des traits qui sont plus proches des standards européens, en fait, vont être considérés comme beaux, et que lui, ce qu'on lui reproche, c'est pas de pas être beau, mais d'être trop physiquement asiatique, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort qu'on dit de manière insidieuse derrière ça, c'est il y a un type d'asiatique, de femme ou homme d'ailleurs, qui est admis, voilà, avec un certain phénotype, et que lui ne correspond pas. Bah, c'est la polémique qu'il y a eu avec Crazy Rich Asians. Ouais, exactement. Parce que Henry Golding, qui joue oui, c'est ça. le rôle du bel homme dans Crazy Rich Asians, il avait tous les attributs de l'homme asiatique occidentalisé. C'est-à-dire que déjà, c'est un homme qui est moitié asiatique, moitié blanc. Donc il est grand, il est musclé, il a des grands yeux, de la forme de personnes eurasiennes, métisses, enfin voilà. Et du coup, Simu Liu, il n'est pas du tout dans ce registre-là. Il a des yeux plutôt marqués, enfin on dit dans la cosmétique, enfin dans la plastique, monopaupière, monolide, donc comme ils disent en anglais, c'est-à-dire que sa paupière, elle est constituée d'une seule membrane. Un trait, ouais. J'étais de l'âge scientifique comme toi. Et du coup, ça, c'est un des traits donc, du coup, qu'on attribue aux personnes asiatiques, très asiatiques. Et c'est drôle parce qu'ils ont fait un micro-trottoir en Chine. Et les Chinois, qui ont été interrogés par cette vidéo, c'est un compte YouTube qui s'appelle Asian Boss, ils ont trouvé qu'il était considéré beau selon les Occidentaux. Ah, c'est drôle ça. Donc ils ont dit mais oui, mais il est trop musclé et trop grand. Nous on préfère les hommes plus androgynes, plus je vais dire doux, mais c'est pas ça le mot. C'est plus voilà, un peu comme plus fin, voilà, il était trop mastoc, voilà, selon certaines femmes qui ont été interrogées. Donc c'est assez drôle de ce qu'on peut projeter sur un continent en fait finalement. Ouais. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant sur ce que ça interroge sur les critères de beauté par rapport aux hommes asiatiques, parce que c'est vrai qu'avant, je trouve que dans les films d'avant, c'était rare d'avoir des asiatiques qui pouvaient être objets de désir, etc. Et je note par exemple, on parlait justement des Marvel dans le dernier Spider-Man, le beau gosse de la classe, c'est un mec asiatique. Et je trouve que ça change vraiment en termes de représentation, parce que c'est pas du tout le sujet, mais en même temps de choisir cet ado-là pour incarner l'espèce de la rivalité avec Peter Parker, je trouve que c'est vraiment une très très belle évolution de l'élargissement qu'on a dans ce qu'on intègre dans les canons de beauté, quoi. Et en plus, dans le dernier Spider-Man, il n'y a pas qu'un seul asiatique. Mais il y a plusieurs asiatiques. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais ce qui est aussi une révolution c'est vrai, il y en a plus de deux. C'est-à-dire que normalement, si t'en as un, déjà, t'es content. Ouais. Bah, alors là, s'il y en a deux ou même plus, c'est la folie, quoi. C'est wouhou. Et que c'est pas un film de kung-fu. Non, c'est trop la classe. J'avoue. Donc alors, on a plein de réactions. Alors... Le grand remplacement, c'est le fantasme des antiracistes. Bah non, en fait. C'est la réalité. Non, je déconne. Le grand remplacement, c'est la grande angoisse des personnes qui sont racistes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée que... En fait, le remplacement, ça a vraiment été terrorisé par un homme qui s'appelle Renaud Camus, qui a écrit que les peuples originaires, notamment du continent africain, donc nord ou subsaharien, sont venus en Europe dans un but de sciemment coloniser l'Europe et de supplanter les populations blanches européennes. Donc c'est vraiment l'idée d'un projet politique qui est pensé et structuré. Donc je pense que c'est pas vrai. Oui, bah alors ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a pas de migration volontaire. Enfin, il y en a, mais c'est pas le but, c'est pas de remplacer les gens, quoi. Alors, et donc on parle de Cumberbatch. Tiens, parce que Cumberbatch est un canon de beauté d'Hollywood typique. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, dans le genre physique atypique... Effectivement, oui, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est vrai que... d'ailleurs, je crois que dans le tweet qui parlait justement de cette polémique, il y a des gens qui avaient posté la photo de Benedict Cumberbatch en disant franchement, c'est vrai qu'il a une tête chelou, quoi. Non, mais je veux dire, après, on aime ou on n'aime pas, mais il a un visage vraiment étrange, quoi. Par rapport au canon de beauté habituel, sans vouloir faire... comment on dit ça, de l'aphrodisme. Ouais. Mais c'est drôle parce que dans la vidéo que j'ai regardée justement sur les physiques le micro-trottoir en Chine, il y a un homme qui disait mais moi je trouve que tous les Américains se ressemblent dans les films. Ils se ressemblent tous et que du coup il dit et aux États-Unis et dans le monde occidental, ils pensent souvent que tous les Chinois se ressemblent, mais évidemment c'est une question de
de point de vue, puisque c'est ça. Il y a des perceptions. Et c'est aussi une question de quel est le point de vue qui est le plus souvent médiatisé. Donc le point de vue de cet homme asiatique interviewé, il n'est pas souvent médiatisé, alors que l'autre aussi. Mais c'est vrai que quand on regarde les physiques des personnes qui tiennent des rôles de protagonistes dans les films américains, eh ben, il y en a qui sont pas... c'est souvent le même moule dont ils sont issus. Donc... Oui, et puis je pense, voilà, on peut voir quand même qu'il y a une surreprésentation des femmes blondes. C'est vrai que ce qu'elles représentent à l'échelle, en réalité, hein, même des États-Unis, c'est pas autant de personnes que ce qu'on peut voir dans le cinéma, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, il y a archétypique qui dit Rokhaya s'est tellement retenue de ne pas dire que Cumberbatch est moche. Non, mais en plus je le trouve pas du tout moche. Non. Tu as été dévoilée. Il y a une personne qui demande, c'est Clara L. Avez-vous vu la série Killing Eve? Donc moi j'ai regardé la série Killing Eve. Tu l'as regardée? Ouais, j'ai regardé les 2 saisons. Et j'ai regardé que la première. Moi j'adore Sandra Oh, puisque c'était une figure pour moi pionnière dans Grey's Anatomy, puisque c'était l'une des premières personnages asiatiques non stéréotypés, c'est-à-dire, enfin non stéréotypés. Il y a d'autres stéréotypes qui s'attachent à cette personne-là, à ce personnage, mais en tout cas, déjà, sa vie ne tourne pas autour de l'amour d'un homme. C'est une personne forte, et puis elle est cash, quoi. C'est quelqu'un qui dit ce qu'elle pense. Et j'avais beaucoup aimé déjà cette femme dans ce rôle-là. Et puis là, dans Killing Eve, elle est incroyable. C'est quelque chose de... Elle est vraiment géniale. Moi, personnellement, j'aime beaucoup plus Sandra Oh dans Killing Eve que la personne qui joue, qui est aussi très bien le rôle... Christina. Oui. Dans Grey's Anatomy. Non, c'est pas elle. De quoi tu parles? Non, mais effectivement, elle lui ressemble elle lui ressemble grave. La fille dans Killing Eve qui joue le rôle de la... Ah, de Villanelle. De Villanelle. Oui, c'est ça. Ah, ok. Mais c'est pas du tout Christina... pas Christina, c'est pas du tout... Il y a une fille dans Grey's Anatomy qui lui ressemble. Ah ouais? Bon, bref. Voilà, mais en tout cas, c'était pour dire que les gens se ressemblaient quand même. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande, Léanette, qui demande un mot du dernier Tarantino. Alors. Ben, écoute. Moi, c'est une explosion de masculinité. Je suis pas allée le voir. Ouais, je suis pas allée le voir. Moi, j'ai pas super kiffé. Ah mince, ça va être la fin du truc. Ah désolé, moi je suis pas allée le voir et. Moi, j'ai pas super aimé. Ouais. Voilà. Et que oui, la phase Bruce Lee, non. C'est ça la question. Je pense que ça par rapport à Bruce Lee. C'est un peu relou. Après, c'est vrai que moi, j'étais avec une copine, j'étais vénère sur la séquence Bruce Lee. Ma pote m'a dit, ouais, elle trouvait que Steve McQueen était aussi stéréotypé. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont réagi par rapport à ça. Mais bon, voilà. Et on doit partir. Hein. Et on doit partir. Et on remercie notre sponsor Kawa qui nous a permis de faire cette émission Kiftara spéciale Bignonnaire. Voilà, c'est ça. Un café équitable et efficace. Et torréfié à la limite du 93 à Porte de Verguier. Exactement, qui défend les mêmes valeurs d'égalité que nous. Qui sont engagés à faire du café honnête. Oui, dans des conditions commerciales honnêtes. Merci beaucoup. Merci Kawa. beaucoup.